Bonjour et bienvenue dans ce vlogmas numéro 6. Je voulais simplement passer vous faire un petit coucou avant d'aller à la douche. Nous sommes samedi, c'est chill et on se revoit dans quelques instants pour moi, tout de suite pratiquement pour vous, et on parle lecture. À tout à l'heure. Me revoilà. On se retrouve pour un point lecture. Donc je vais prendre un petit peu les livres que j'ai avancés. Un pour un terminé en vrac. Voilà. Dans un premier temps, donc vous avez vu hier que je me suis procuré ce livre à la boîte à livres. Donc Jacques Cartier Navigateur de Édouard Pesson, édité en 1944. Donc Édouard Pesson, c'est un auteur spécialisé dans le roman maritime. Et Jacques Cartier, c'est un navigateur que je ne connaissais pas, qui est né en 1491 et décédé en 1557. Voilà, il est né un an avant les explorations de Christophe Colomb en 1492. Donc, avant lui, il y a eu les grands explorateurs, Marco Polo, Christophe Colomb, Magellan. Donc, il va s'appuyer sur leurs travaux. Et on revient ici sur ces deux grands voyages. Donc, moi, je suis au premier voyage. Donc, il cherche un passage. Donc, il cherche la Terre-Neuve. Du Canada, et il cherche un passage vers le nord. Voilà. Est-ce qu'il va le trouver ou pas? Bon, on peut déjà savoir les chus de ce récit de voyage si on connaît un petit peu l'histoire, mais je trouve ça très intéressant. Donc Édouard Pesson nous relate ces deux voyages. Alors le roman fait 200 pages et je suis à un quart de celui-ci. À l'intérieur, il y a des gravures comme ceci. Je trouve vraiment l'objet livre extrêmement beau. Voilà, je me délecte tant de son contenu que de l'objet. Voilà. Bien que la navigation n'est pas un de mes sujets de prédilection, mais là c'est vraiment bien écrit et bien abordé. Donc je continuerai ce récit et je viendrai vous en dire plus quand il sera terminé, ou peut-être même avant si j'en ai l'envie. J'ai continué hier soir Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard. J'ai lu le tome 2. Je me suis laissée complètement happée par ce récit, mais vraiment comme si je regardais un animé. Alors après, c'est un webtoon, hein, donc ça se lit à la française, c'est coloré et vraiment les images, c'est vraiment comme si on regardait un dessin animé. Je trouve la qualité graphique de ce webtoon vraiment excellente. Après, la colorimétrie est exactement ce que j'apprécie, ces dégradés de couleurs. Voilà, quand on est dans du bleu, vraiment il y a un dégradé observé qui tire jusqu'au violet. Idem quand on est dans les tons orange. Voilà, je vous montre un petit peu. Je trouve ça très bien exploité. Et après, le récit est intéressant,
palpitant. Alors, on est, je pense qu'on va être sur de la romantaisie. Voilà, on est dans de la fantaisie fantastique, hein, puisqu'on est dans un monde qui n'existe pas. Et alors, je prédis, euh, voilà, sans pour l'instant que nous y sommes, une histoire d'amour entre ce jeune homme, donc qui est l'héritier du clan Léopard, et cette petite Lapine, qui est une humaine garou. Donc je rappelle, elle a été déchue par sa famille parce que à 18 ans, les humains garous se transforment, les animaux se transforment à leur majorité et deviennent des humains. Voilà, et vraiment, on a tous les clans, hein, on a les clans des léopards, les clans des lions, les clans des lynx, même là, il est abordé très légèrement, mais c'est abordé, les clans des souris, voilà, le clan des renards. Alors, chacun est représenté plus ou moins, d'autres sont juste abordés. Vraiment, c'est ces deux protagonistes que nous allons suivre. Va-t-elle se changer en humain ou pas? Telle est la question, mais je suis vraiment très hypée par ce récit. J'ai tout juste commencé le tome 3 et voilà, j'ai lu, donc c'est quand même des webtoons qui font plus de 300 pages, hein. Donc ça se lit très vite, mais il y a quand même de la matière. Voilà, et donc je suis, oui, voilà, à un tiers du tome 3. Je me suis arrêtée parce que après celui-là, je n'en ai pas d'autres, et à la bibliothèque, ils n'ont pas encore les autres, et voilà, j'espère qu'ils vont pas tarder à se les procurer parce que j'ai vraiment envie de continuer cette histoire. De sortie, il y a le tome 4, 5 et 6. Le tome 7 sort en avril 2026 et je suis allée me renseigner, ça s'arrête à 9 tomes. Donc ça reste assez raisonnable, si ce n'est que s'il sort un tome par an, j'ai pas regardé, hein, ben je vais devoir attendre. Et la patience n'est pas vraiment l'une de mes vertus premières. Voilà. Donc, ça en est tout pour ces webtoons. Après, hier, je vous ai pris, mais j'avais complètement oublié que je m'étais commandé quelque chose et que c'était arrivé dans ma boîte aux lettres. Donc, je suis allée me le chercher. Donc, j'ai eu un regain de passion ces derniers temps pour les animés des studios Ghibli. Alors oui, moi j'arrive toujours après la guerre, hein. C'est quelque chose qui ne m'a pas passionnée avant outre mesure. J'ai vu le dernier qui est sorti au cinéma en 2023, je crois. Le garçon et le héron, que j'avais beaucoup apprécié. Voilà, et j'en étais restée là. J'avais vu le château dans le ciel, mais vraiment je n'en gardais voilà, pas grand chose en mémoire. Et là je les ai dégommés, hein. J'en ai regardé en l'espace de peut-être 2-3 semaines, et encore une dizaine. Et comme à chaque fois que j'ai une obsession pour un sujet, il me faut aller creuser avec les livres. Je me dirige toujours vers la bibliothèque pour essayer de voir si je peux trouver quelque chose. J'avais un ouvrage sur le cinéma qui abordait très légèrement un des films animés de Miyazaki, Mon voisin Totoro, mais c'est pas ça que je cherchais. Je cherchais vraiment quelque chose
d'assez pointu sur le sujet. Et donc, je me suis commandé donc hommage au studio Ghibli, les artisans du rêve. Et je suis ravie. Donc, ce matin, j'ai commencé à lire quelques pages. Regardez-moi cette beauté de l'ouvrage. Donc, on commence avec une petite récap sur Hayao Miyazaki, voilà, que j'ai lu, et son acolyte Isao Takahata, voilà. Donc, c'est vraiment les deux entités vraiment spécifiques, réalisateurs des animés des studios Ghibli. Il y en a d'autres qui se sont greffés ensuite. Mais voilà, tout part de ces deux personnes. Donc, on revient sur leur début, avant les studios Ghibli. Voilà, il y a un troisième volet qui parle de Yasuo Otsuka, donc qui est en fait la personne qui a été un petit peu le mentor de Miyazaki et de Takahata. Donc voilà, ça nous explique un petit peu les personnes qui sont, leurs passions, leurs différences aussi. Quand on regarde un petit peu Miyazaki, on voit que dans tous ces animés, il y a une part de fantastique, ce qui à moi me plaît beaucoup. Et dans dans les réalisations de Takahata, on voit que c'est beaucoup plus réaliste. Voilà. Et c'est autre chose, mais c'est tout aussi délicieux à regarder. L'un comme l'autre. Voilà, ils sont empreints, enfin leurs animés sont empreints tous deux à beaucoup de naturalisme. Et ils ont la cause quand même de l'écologie qui leur tiennent très à cœur. Donc ça, on le retrouve dans chacun chacune de leurs créations. Voilà. Après, donc, on revient sur les séries qu'ils ont fait avant de créer les studios Ghibli. Et alors, il y a un dessin animé que j'ai spécialement aimé, qui est La Maison au Pignon Vert avec Anne de Grindelwald. Mais oui, donc moi, je n'ai pas lu les livres, mais j'ai été bercée avec ce dessin animé que j'ai regardé plus tard, adulte. Regardez la petite Anne. Voilà. Et je vous mets Heidi. Voilà, c'est aussi eux qui ont fait Conan. Voilà, qui est sorti dans les années 70. Donc voilà, j'ai lu. Après, on a quelques petites pages sur voilà, le début de Ghibli, avec un film donc Horus qui a pas eu qui a été fait en 1968. Voilà, le réalisateur, donc c'était leur mentor. Il n'y a pas eu les attentes, enfin ils n'ont pas eu les attentes de ce film, n'ont pas été au rendez-vous. Ça a été plutôt un échec commercial, mais quand même ça leur a permis de savoir ce qu'ils souhaitaient faire, de commencer un petit peu à travailler leurs pattes pour le plus tard. Et donc, avant la création des studios Ghibli, ils ont sorti le film Nausicaa de la vallée du vent, que je vous invite à aller voir, hein, qui est une jeune princesse qui voilà, qui veut sauver sa vallée de la forêt qui est devenue irrespirable. C'est vraiment
très très intéressant. J'ai beaucoup aimé cet animé. Donc il y a un encarta qui lui est réservé, que je n'ai pas lu encore. Je vous montre une image. Voilà, et après on va revenir dans le livre sur chacun des animés. Donc j'ai très envie de m'y plonger. Voilà, je vais lire l'encarta sur Nausicaa et l'encarta sur le château dans le ciel, que j'ai re-regardé. Voilà, et après je pense que j'irai piocher ce que j'ai vu. Je vais lire et je viendrai lire les autres une fois avoir fait le visionnage, pour pas m'altérer ce que je peux penser sur ces œuvres. Voilà, il est extrêmement complet et vous l'aurez compris, je suis complètement conquise. Voilà, j'arrête avec les studios Ghibli. Donc, et dernièrement, donc en dernier, je vais vous présenter une BD que j'ai lue d'une traite. Donc, Redstone, on est sur une courte BD de 60 pages. Elle se lit extrêmement vite. La 4e de couverture, c'était une femme aux élections et pourquoi pas un Indien. On est en Amérique, on est dans une ville de l'Ouest, on est dans le conflit en fait avec les personnes qui colonisent l'Amérique et les Indiens. Donc cette ville manque de tout, hein, et on commence en fait, ils attendent un ravitaillement notamment alimentaire, mais qui n'arrive pas puisque le convoi a subi une attaque des Indiens. Mais c'est pas aussi simple que cela, on le sait de par l'histoire. Voilà, les coloniaux manipulaient les Indiens pour les faire passer pour les méchants. Et on va suivre une protagoniste que je vais vous suivre. Et après, je ne vais pas vous en dire plus parce que cette BD est assez courte. Donc, ce serait vraiment dommage de vous en dévoiler plus. Je cherche son personnage, elle apparaît, mais bien sûr, quand je la veux, elle n'y est pas. Voilà, donc c'est quand même une BD pour adultes, hein, parce que il y a des vignettes voilà, dans les saloons, avec les femmes de joie, comme on pouvait les appeler à cette époque, très explicite. Donc voilà, c'est pas pour les enfants. Alors voilà, elle est là, je vous la montre. Voilà, ici. Donc cette femme qui s'appelle Hélène va prendre le destin de cette petite ville en main. Voilà, on est aussi à la période des élections, donc ça bouge beaucoup. Voilà, les gens, les habitants de cette petite ville manquent de tout, donc ils sont un petit peu sur les dents. Le premier coupable qui se présente paye pour les autres. Voilà ce que je peux vous en dire. J'ai passé un excellent moment avec cette BD. C'est pas une BD révolutionnaire sur le sujet, mais ça fait quand même une petite piqûre de rappel, et je trouve que c'est quand même nécessaire de ne pas oublier. Voilà, les livres ont aussi eu un devoir de mémoire.
Voilà, sur ce, je vous laisse et je reviendrai vous retrouver plus tard. Je vous fais un énorme bisou et à tout à l'heure. Tenue du soir, bonsoir. Avez-vous passé un bon samedi? Alors moi, puisque je me retourne à ma propre question, oui, c'était une belle journée exclusivement à moi. Voilà. Cet après-midi, une fois par mois, en fait, je m'accorde un temps de thérapie avec une somatothérapeute. Donc, c'est un temps qui dure approximativement 3 heures. Des fois, on déborde. Ça va être basé sur la thérapie par le massage corporel. Donc c'est le massage en fait qui va mettre en exergue des points de sensibilité sur votre corps et à travers ça un dialogue s'instaure et on commence à mettre des points et à faire des liens avec le psychologique de notre vie et ce qui nous amène à avoir de telles douleurs. Donc moi, c'était ma deuxième séance. Ce sont des séances avec des huiles essentielles, des séances qui remuent pas mal. Cela demande un investissement de la part de la personne qui s'engage dans cette thérapie. Voilà, il faut réellement avoir l'envie de cheminer. Et honnêtement, je ne connaissais pas et j'en suis très contente. Maintenant, une séance par mois, c'est très très bien parce que encore une fois, ça remue beaucoup et que après il faut digérer la séance et avoir un certain travail personnel pour voilà mettre les choses en mots et les appliquer après dans son quotidien pour pouvoir aller vers du mieux-être. Voilà. Alors après, ensuite, quand j'ai quitté ma séance, donc il était presque 17 heures, j'ai eu mon aîné au téléphone et j'avais envie de commencer un petit peu à aller regarder si je me trouvais quelques idées de cadeaux pour Noël. Voilà, je ne me suis pas formalisée encore. J'ai juste laissé traîner mon regard et flâner. Et voilà, je suis plutôt du genre dernier moment pour tout ça. Mais voilà, c'est pas, je m'affole pas très très vite. Mais je suis quand même allée en librairie. D'ailleurs, je n'ai fait que la librairie. Voilà, il faut le dire. Cela vous étonne? Pas vraiment. Et bien entendu, je suis ressortie avec un livre pour moi. Voilà. Honnêtement, j'ai tourné parce que, en premier lieu, donc, ils ont une bonne gamme de livres d'occasion, donc j'ai regardé. J'ai trouvé, il y avait Son odeur sous la pluie que j'ai lu en graphique dernièrement, qui était un très très bon graphique, qui est l'histoire d'une personne avec son compagnon
Canidé. Voilà. Et la BD était restée très en surface, donc j'ai dit que je souhaiterais lire le roman. Je le ziote quand même depuis sa sortie, mais il était quand même encore à 4 € et je pense que si je le prends et que je le trouve après plus tard à moins, parce qu'on le voit régulièrement un petit peu partout, c'est juste que je me suis décidée que après avoir lu la BD, oups, bon, interrompu par Charles, cela devient une habitude. Voilà, donc je verrai si je le trouve. Je suis pas pressée de toute façon. C'est pas dans mes priorités de lecture. Voilà, j'ai de quoi lire, hein, on est bien d'accord. Voilà. Et après, sinon, bon, voilà, j'ai regardé quand même si ils avaient ces webtoons. Ils avaient le tome 1 et le tome 2. Voilà, parce que je me suis dit qu'éventuellement, ça pourrait peut-être plaire à ma nièce qui a 13 ans, donc qui va sur ses 13 ans. Donc voilà, à réfléchir, on verra. Et donc, je suis tombée sur un roman graphique. Je ne pouvais pas faire autrement que de le prendre. Ça s'appelle Le paradoxe de l'abondance. Je vous montre. Voilà. Donc, c'est sur l'agriculture. Je vous lis la 4e de couverture. C'est Hugo Clément, enquête sur les ravages silencieux de l'agro-industrie. Il nous propose de regarder en face les conséquences de nos choix collectifs et de renouer avec le vivant. L'espoir est là. Partout en France, des paysans résistent et proposent un autre modèle. Donc, c'est le cœur même de mon sujet et de mon sujet professionnel et de mon quotidien. Voilà, quand je vois là un chapitre avec marqué l'accélération de la vitesse. Oui, rien que pour vous donner un exemple, mes grands-parents qui étaient en polyculture élevage avaient 7 hectares. Ils vivaient, voilà, ils étaient pas très riches, hein, voilà, surtout que c'était après la Seconde Guerre mondiale, donc c'était dans un contexte politique et social compliqué, mais ils vivaient. Aujourd'hui, un agriculteur lambda, il lui faut 70 hectares. Et encore, 70 hectares, pareil, il ne vit pas, il survit. Voilà. Donc, hein. Je n'en dis pas plus, mais je pense que je vais me plonger dans ce roman rapidement. Je pense pas prendre peut-être grand-chose, mais j'ai vraiment envie de voir comment est traité le sujet et quel angle prend l'enquête. Voilà, pour pouvoir ajouter mes commentaires en tant qu'agricultrice. Voilà, paysanne même. Donc, petite paysanne. Voilà. Ensuite, donc, j'ai continué la lecture de Demoiselle Lapine. J'ai entamé le tome 3. Il me reste une centaine de pages, donc un tiers. Voilà. J'ai rien à en dire de plus. Je suis toujours aussi conquise. Je n'ai pas avancé dans la lecture de Frankenstein ce jour. Certainement, peut-être, je lirai quelques pages ce soir, si mon cerveau me le permet.
Et si je ne le finis pas ce week-end, je le ferai courir sur la semaine prochaine. Ce n'est pas bien grave. Voilà. Et ben, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à demain.